matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je reçois Xavier Aimant, journaliste indépendant, rédacteur en chef de Livre Arbitre et rédacteur en chef adjoint de la revue Éléments, auteur de nombreux ouvrages, dont par exemple Formatage continu, Tour de France des 14 principales écoles de journalisme, aux éditions La Nouvelle Librairie. Et je vous le présente, il est là, ce livre. On voit les différents micros avec les différents noms des écoles de journalisme. Alors pour commencer, Xavier Aimant, quel est le point de départ de cette réflexion et surtout de cette petite enquête que vous avez menée autour des écoles de journalisme? Eh bien bonjour et merci pour l'invitation déjà. Bonjour. Et alors en fait, c'est parti d'une discussion avec Claude Cholet qui est donc le responsable de l'Observatoire du journalisme auquel je participe régulièrement. Et en fait, c'est une réflexion, on va dire, assez banale, assez basique, qui est de s'interroger sur les raisons expliquant le consensus idéologique qui règne dans les médias dominants et surtout son caractère qui semble immuable, presque intangible, c'est-à-dire quelles que soient les modifications au sein de la société, quels que soient les changements d'opinion, quels que soient les résultats électoraux, le bloc journalistique, lui, n'évolue pas. Sa pensée n'évolue pas, ne s'adapte pas, ne suit pas les courants de pensée de l'opinion publique. On a l'impression d'une sorte de Fort Alamo de journalistes enfermés dans leur certitude. Et donc on se demandait d'où vient cette capacité à je veux dire, une certaine consanguinité, pour un terme peut-être un peu fort. On s'est dit ça doit venir de la façon dont ils sont recrutés et dont ils sont formés. Et c'est pour ça qu'on a lancé, donc avec Claude Cholet, cette petite enquête sur les écoles de journalisme, en choisissant les 14 principales, enfin en disant en tout cas les 14 qui sont reconnues par la profession et qui sont censées donc être les plus prestigieuses et celles qui fournissent le plus gros des troupes des médias centraux et dominants. Et vous êtes vous-même passé par une de ces écoles, c'est ce que vous précisez, c'est votre premier chapitre sur l'école de Sciences Po journalisme, c'est ça? Ah non, pas moi. Ah, c'est pas vous, d'accord, non, vous parlez. Non, c'est un des témoins qui est François de Voyer, qui nous a fait l'amitié de nous faire un témoignage de son passage dans cette école, qui confirme d'ailleurs assez largement notre analyse. Non, moi, je suis un autodidacte du journalisme, comme un certain nombre de confrères dans ce qu'on va appeler les médias dissidents, et au regard de ce que j'ai découvert au cours de cette enquête, j'en suis assez satisfait. Parce que, par exemple, donc, il raconte qu'on lui avait dit, moi, par exemple, des professeurs m'ont mis par écrit que j'avais des questionnements bizarres sur des parallèles entre immigration et délinquance. Ça peut être des remarques qu'on peut avoir dans cette école de journalisme. Alors, apparemment, dans celle-là et dans beaucoup d'autres, c'est ce qui est frappant. Questionnement bizarre, hein, c'est intéressant comme remarque. C'est ce qui est frappant, c'est ça, c'est qu'en fait, dès qu'on essaie de penser ou de s'interroger en dehors des clous, on est très rapidement rappelé à l'ordre, que ce soit d'ailleurs par le personnel enseignant ou pédagogique, mais parfois même par ses propres condisciples, par ses propres camarades de promotion. On a des exemples dans le livre de personnes, d'étudiants qui ont été dénoncés par des camarades parce qu'ils avaient eu, en dehors des cours même, des interrogations ou des propos qui n'étaient pas totalement politiquement corrects. Donc ça donne l'image d'une ambiance assez lourde d'autocontrôle, d'autocensure. Et qui montre bien la pesanteur idéologique qui règne dans ces écoles. Alors je peux en parler parce que moi-même je suis passée par ces écoles et j'ai aussi une anecdote assez amusante sur le sujet. Une journaliste, on était en formation professionnelle et une autre promotion avait dans sa promotion une jeune fille qui travaillait à Valeurs Actuelles en alternance. Et dans ma promotion, une des journalistes a dit, a posé la question à nos maîtres à nos professeurs, a demandé, mais est-ce qu'elle a vraiment le droit de faire une alternance avec Valeurs Actuelles? Et tout le monde avait l'air de dire, oui, c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'elle a le droit de faire une alternance avec Valeurs Actuelles? Et elle a ajouté, c'est antidémocratique. Ah oui, carrément. Voilà, donc là, on est quand même dans le... Et à part moi, personne n'a été outré par cette question. Donc ça prouve bien le côté vivre ensemble dans un milieu très, très fermé. Et c'est très intéressant, vous dites, qui ne représente absolument pas l'évolution, en plus, de notre société
ou du vote électoral. On pourrait se dire qu'il pourrait y avoir de plus en plus une poussée, par exemple, populaire, ce qui paraît très qui logique. se ressent à travers les élections, et on pourrait la ressentir. Non, en fait, ça reste, en tout cas, ça paraît rester un cercle très refermé. C'est de l'entre-soi, très largement, qui s'explique en fait par deux phénomènes, qui est déjà on va dire l'endogamie sociale. Si vous voulez, la plupart des gens qui font ces écoles sont issus des mêmes milieux. En caricaturant un peu, parce qu'il y a évidemment toujours des exceptions, on va dire que ce sont des enfants de la bourgeoisie citadine des centres-villes, donc qui arrivent avec déjà un certain nombre de certitudes et une vision du monde un peu particulière, qui est celle, on va dire, qui se reflète dans le vote notamment, donc on va dire ça part de Macron et ça va jusqu'au nouveau Front populaire, c'est à peu près la gamme idéologique. Ce sont des gens qui se sont souvent fréquentés déjà dans les mêmes établissements scolaires, qui vont en vacances dans les mêmes lieux de villégiature. Enfin, il y a déjà un entre-soi avant même. Alors là, pour le coup, je me porte en faux, parce que moi, ça dépend des écoles, hein, mais moi, de ce que j'ai connu, c'était très provincial, ça venait beaucoup de la province. C'était plutôt, certes, une bourgeoisie, mais pas parisiano-parisienne. Voilà. Alors, ça dépend, encore une fois, ça doit dépendre en effet des formations. Moi, je me base sur ce que j'ai vu sur ces moi, j'étais au CFJ. D'accord. Oui. Mais en tout cas, il y a de façon assez large, je trouve, quand même, déjà ce tropisme, on va dire, bourgeois, bien pensant, et qui est évidemment renforcé par, on va dire, le matraquage idéologique reçu au cours de la formation, et qui confirme les gens dans leur certitude, et surtout dans une certitude d'avoir une sorte de supériorité morale sur la plèbe, et notamment sur, par exemple, l'électorat du Rassemblement national, qui est très largement méprisé dans ce genre d'établissement. Alors, ce qui est intéressant, et vous l'avez rappelé, c'est-à-dire qu'il y a une évolution sociale électorale qui ne se reçoit pas dans ces écoles, même si elle est présente finalement, et il se pratique aussi l'autocensure. Et ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on se dit beaucoup pourquoi certains sujets ne sont pas traités dans les médias. En fait, ça commence dès l'école. Dès l'école, on pratique l'autocensure. En fait, on se met dans le moule d'un schéma de pensée pour bien évoluer, pour progresser. Et finalement, c'est ce schéma-là qui se répète de l'école à la presse. Ah, tout à fait, c'est ce qui ressort de tous les témoignages que nous avons rassemblés. C'est-à-dire les gens qui pensent, quand ils rentrent dans cette école, qui pensent un peu différemment, qui ont des points de vue politiques ou idéologiques divergents, en fait, ils ont deux choix. Soit ils partent au bout de quelques mois parce que c'est insupportable, soit en fait ils font profil bas et ils intègrent ce qu'on leur demande, et ils font ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils vont penser et écrire contre eux-mêmes d'une certaine façon pour pouvoir suivre une scolarité normale, déjà dans un premier temps, et surtout après pour pouvoir trouver du travail, car c'est quand même ça la finalité. Ça. Et ils vont continuer cette forme d'autocensure et cette forme un peu de schizophrénie, d'une certaine façon, dans les médias pour lesquels ils vont travailler. Alors, vous terminez ce livre en expliquant que finalement, il y a quand même un mouvement différent aujourd'hui. On avait cette école, ces écoles comme des enclumes de pensée qui empêchaient finalement d'avoir une pensée pluraliste et diversitaire, justement, contrairement aux effets d'annonce, ce que vous racontez aussi. Et puis, en fait, désormais, se lancent d'autres écoles qui ont des visions plus conservatrices, et vous les présentez. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ces écoles ont aussi des portes, comme vous le disiez, c'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi de pouvoir trouver un lieu où travailler. Elles trouvent des portes d'entrée dans des médias qui ont, notamment avec Bolloré, qui ont été lancés, que ce soit CNews, que ce soit le JDD désormais, que ce soit le Figaro Vox ou autre que vous citez. Donc, il y a aussi un appel d'air du côté des médias qui fait qu'il y a des écoles conservatrices qui se lancent. Alors là-dessus, j'ai une question, puis après, surtout, je voudrais vous parler des médias alternatifs, parce que finalement, là, c'est pas vraiment non plus alternatif, c'est conservateur, oui, mais on reste dans ces grands oligarques. D'ailleurs, je le précise tout de suite, parce qu'il s'agit de Bolloré, on a une école de journalisme qui a été reprise, l'ESJ, dont vous parlez dans votre livre, l'ESJ Paris, qui est la première école de journalisme, école historique, qui a été rachetée par un conglomérat d'oligarques. Et alors là, on mélange justement la version, on va dire entre guillemets, mainstream, plutôt macroniste socialiste, et la version conservatrice du groupe Bolloré. Et là, tout le monde s'assemble pour racheter cette école de journalisme, puisque qui participe au rachat de l'ESJ? La financière Agache, qui est contrôlée par Bernard Arnault, donc Le Parisien, Les Échos, le groupe Bayard Presse, ça c'est La Croix, Pellegrin, etc. Voilà. Ils se sont retirés.
Ah, ils se sont retirés. Sous pression parce que d'une partie de leur personnel qui ne voulait pas participer à un projet trop conservateur. Courageusement, Bayard s'est retiré du tour de table. Oui, ça, bon, remarque, c'est pas très étonnant. Enfin bon, voilà, on a Rodolphe Saadé, donc ça c'est BFM TV, RMC, et puis surtout donc une holding du groupe Bolloré qui s'appelle la Compagnie de l'Odette, et donc évidemment le fameux groupe Canal+, d'ailleurs on pourra en reparler après, qui a fait un sacré coup dernièrement en réponse aux attaques de l'Arcom contre elle. Donc là, c'est intéressant parce qu'on se dit, et tout ça sera tenu par Vianney d'Alençon, qui est, vous le connaissez peut-être, il a lancé une espèce de Puy du Fou en Provence, le Puy du Fou provençal comme on dit, le Rocher Mistral. Donc plutôt à vision conservatrice également. Malgré tout, je vais vous demander ce que vous en pensez, mais on voit en tout cas les deux s'allier. On peut quand même craindre ce qui se passe et voir en tout cas encore une fois une forme de tenue, de maintien par les oligarques. Alors en effet, sur le rachat de l'ESJ, on peut avoir deux points de vue. Un point de vue un peu inquiet, en effet, parce que clairement, ça renforce encore un peu plus la mainmise d'un petit groupe d'oligarques sur les médias. Donc ils possèdent déjà les médias en eux-mêmes et qui maintenant vont également avoir une main sur la l'école formation. de pensée, en fait. Voilà, c'est ça. Sur la formation, sur une ligne, on va dire, plus ou moins libérale, conservatrice, même si pour moi c'est un peu un oxymore, mais on voit à peu près de quoi il s'agit. Donc ça peut paraître inquiétant. Ceci dit, il s'agit quand même d'une seule école sur des dizaines. Donc c'est pas non plus comme si tout d'un coup l'oligarchie mettait la main sur 10 ou 15 écoles d'un coup. Ça reste une école isolée et apparemment, vu le nom des gens qui vont notamment diriger et apparaître, oui. Il y a Christine Kelly, des gens, on va dire de la mouvance CNews. Donc on voit qu'il va y avoir quand même un ton et une orientation politique un peu différente de ce qui se fait dans les autres écoles. Donc de ce point de vue-là, ça introduit quand même un tout petit peu de diversité dans l'offre de formation journalistique, ce qui n'est pas un mal. Ouais. Après, évidemment, faut être prudent, parce que si c'est pour remplacer un formatage par un autre... Alors c'est exactement la question que j'allais vous poser, parce que là, vous êtes assez critique, et à raison d'ailleurs, contre ces écoles de journalisme, et puis vous semblez célébrer malgré tout l'arrivée de l'alternative, notamment l'Institut libre de journalisme, l'ILDJ, qui était mené notamment par Alexandre Peset. Et vous dites, à un moment donné, c'est plutôt quelqu'un qui s'en défend, l'un des cadres de l'Institut, vous ne nommez pas, vous dites, il ne s'agit pas de créer un entre-soi inversé par rapport à celui régnant dans les écoles dites officielles. Oui, mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver là-dedans quand même ? Mais c'est évidemment un des risques. C'est évidemment un des risques. C'est pour ça que pour moi, c'est une amélioration quand même, parce que dès qu'il y a un peu plus d'ouverture, un peu plus de diversité, c'est bon à prendre, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas parce que ça restera quand même contrôlé. Il y aura une liberté de penser un peu plus large sur certains sujets, mais certainement pas sur d'autres, notamment sur les problèmes économiques. Je pense pas qu'il y aura une véritable... On laissera je l'espère, mais j'ai quelques doutes qu'on laissera s'exprimer, par exemple, des opinions contestataires des systèmes libéral capitalistes, par exemple. Donc, évidemment, il y aura certainement des choses à dire, mais ça reste pour moi quand même une toute petite brèche dans le monopole qu'avait la gauche libérale-libertaire, on va dire, jusque-là. Mais évidemment, il faut aussi se méfier de ne pas tomber, en effet, d'un bourrage de crâne à l'autre. Oui, tout à fait, mais on peut de toute façon célébrer la multiplication, on va dire, des modes de pensée. Ça, c'est certain. Alors, c'est là où j'arrive finalement à peut-être quelque chose encore de plus important. Et on l'a vu avec l'élection de Donald Trump, qui est passée notamment, qui a été poussée par des médias alternatifs, et notamment le fameux podcast de Joe Rogan, mais il n'y a pas que celui-là. D'ailleurs, Robert Kennedy Jr., lui, ne fonctionnait que par les médias alternatifs et les podcasts. On a le candidat à la présidentielle roumaine qui a été élu au premier tour, qui était complètement sous des radars parce que on l'avait pas vu, on l'avait pas fait passer dans les médias. En revanche, il avait une sacrée communication, notamment sur TikTok. Et on en reparlait hier, Javier Milei, qui malgré toute la censure et les attaques médiatiques, a été élu parce qu'il est passé par les réseaux sociaux ou des plateformes alternatives. Et là, j'arrive évidemment aux médias alternatifs, tels que Tocsin, première chaîne sur YouTube, désormais à notre horaire, le matin en France.
Et là, on se dit qu'il y a quand même une véritable force aussi, une nouvelle diversité. Comment vous analysez ça, que ce soit en France ou ailleurs? Est-ce que finalement, c'est pas aussi là qu'on va avoir un nouveau pluralisme? Ah, très certainement. Je pense que ça fait partie des grandes évolutions de ces dernières années. Il y a en effet, la première, c'est l'arrivée, on va dire, sur le marché de l'information de Bolloré, pour résumer, et donc la création ou la transformation d'un certain nombre de médias en médias un peu plus conservateurs. Et à côté de ça, la multiplication des médias indépendants et des médias notamment en effet sur Internet et sur les réseaux. Et il est évident, pour moi en tout cas, que la vraie voie de la liberté journalistique, elle est là. Elle n'est pas, quand on travaille pour un millionnaire, même si c'est un millionnaire de droite, qui paye commande, qui paye dirige, qui paye choisit, donc on ne sera jamais totalement libre. Dans les médias. Oui, il peut toujours avoir des intérêts financiers à gauche, à droite qui font qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire. Oui, ça c'est certain. Donc, en effet, la vraie liberté journalistique, elle est dans l'indépendance et dans l'autonomie et dans les systèmes, on va dire, de financement qui passent par les auditeurs ou les téléspectateurs qui participent et qui donc finalement sont les seuls maîtres de leurs médias. Et ça, c'est une vraie nouveauté qui donne des perspectives aussi aux journalistes qui veulent sortir un peu du carcan, tout en vivant et tout en vivant de leur travail, ce qui est quand même tout à fait normal et le but quand on entame une carrière. Et on voit qu'en effet, maintenant, il y a des vraies structures viables qui permettent en effet d'avoir une vie journalistique en dehors du carcan et en dehors des médias dominants qui visiblement sont irréformables et ne changeront pas. Oui. Donc ça, c'est une vraie nouveauté, car il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, le problème, c'était que pour un journaliste qui pensait différemment, il n'y avait pas de perspective professionnelle. C'est ça, en fait, exactement. Alors que maintenant, oui, c'est ça. En fait, tout l'appel d'air de la pensée pluraliste se fait aussi par les perspectives de travail, bien forcément, sûr. Parce que sinon, avant, ça pouvait être des journalistes bénévoles qui faisaient des piges en plus d'un travail nourricier. C'était tout à fait le modèle. Tout à fait le modèle, en effet, on va dire, d'une pensée un peu différente. Donc, c'est très intéressant cette forme de révolution maintenant, et notamment grâce aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on est sur YouTube, voilà. Donc, comme quoi il y a des progrès qui sont bons. C'est dire que finalement, oui, ça ouvre des perspectives. Toxin en est un exemple. Pour revenir sur cette limite justement des grands groupes tels que ceux de Bolloré, qui ont eux-mêmes leurs propres limites et qui sont certes une nouvelle pluralité, mais qui ne peuvent pas avoir une liberté d'expression totale. Je vais vous rappeler un extrait qu'on va entendre. C'était Geoffroy Lejeune qui a admis qu'il ne pouvait pas tout dire et qu'il n'a pas tout dit pendant la période Covid. On s'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous. Parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. Et en fait, vous voyez. Moi, je me suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez un autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui. Mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, ça pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, mais on a été interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable. Oui. Bon, il nous reste 2 minutes. Voilà, il nous reste 2 minutes. Bon, on a su, mais on n'avait pas le droit de le dire. C'est ça la différence avec des médias libres. Ce que je trouve incroyable, c'est de le reconnaître avec tant de calme. Je veux dire, c'est honteux, en fait, de dire qu'on a... Alors beaucoup célèbrent le fait qu'il l'ait dit, mais moi je trouve que c'est quand même c'est très gentil. J'avais pas vu cet extrait. C'est toujours très bien d'être un résistant de la dernière heure, mais c'est encore mieux de l'avoir été au début, quoi. Ah oui, là c'est la 45e heure. Je suis stupéfait par cet aveu qu'on a menti sciemment et qu'on a tué la vérité quand on est journaliste. Je trouve pas ça me je suis très oui, mais en même temps on peut comprendre, justement, on revenait sur les postes, etc., que certains ne souhaitent pas perdre leur poste, que si le grand groupe demande de pas le faire, il faut pas le faire. Oui, ça mais évidemment, donc, il y a le côté alimentaire qui joue. Ce que je veux dire, c'est qu'on revient sur les limites dont on parlait juste avant, et de on peut se féliciter d'avoir de nouvelles écoles de pensée, des écoles conservatrices, parce qu'elles n'existaient pas. On peut se féliciter qu'il y ait des journaux conservateurs parce qu'ils étaient réduits à peau de chagrin, mais ça ne fait pas l'apanage, et c'est vrai que peut-être que le vrai souffle vient de ces médias libres qui ont aussi leurs défauts,
peut-être moins de contrôle justement, mais aussi cette totale liberté d'expression. Et je reviens sur Elon Musk qui a dit « You are the media now », vous êtes les médias, c'est vous qui faites les médias en s'exprimant sur Twitter. Donc on voit vraiment ce raz-de-marée et à quel point peut-être aussi, dans l'analyse, ça peut influencer et finalement tirer aussi, obliger les médias, parce qu'on voit d'ailleurs les plans de licenciement, que ce soit aux États-Unis, là c'est la faillite totale. Je vais vous redonner les chiffres. On a MSNBC et CNN. MSNBC qui a fait une baisse d'audience de 51%, CNN de 26% depuis l'élection de Trump. Voilà, Fox News d'ailleurs qui a augmenté depuis l'élection de Trump. Donc on voit les faillites. En France, on a le Parisien qui est en plan de licenciement. Donc on voit bien que les médias mainstream se portent plutôt moins bien, plutôt mal. Et peut-être aussi que comme l'a fait d'ailleurs l'arrivée du groupe Bolloré, c'est-à-dire qu'il a inspiré, il a ouvert vers de nouveaux sujets qui étaient interdits ailleurs, et bien peut-être que les médias, entre guillemets, alternatifs vont créer un appel d'air et un souffle que pourront reprendre finalement ces médias mainstream, à moins qu'ils disparaissent totalement. Je crois que vous avez tout à fait raison et que c'est même sur la bonne voie. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu le cas. Après, il y a aussi en effet des dangers. Il y a à une trop grande horizontalisation de l'information. On peut aussi avoir une multiplication des supports avec un peu tout et n'importe quoi. Donc, il faut quand même aussi, en tant qu'auditeur, en tant que personne, faire le tri entre des choses sérieuses et des choses beaucoup plus... Disons que c'est l'auditeur qui choisit. Voilà. Donc, c'est faire confiance à l'intelligence de l'auditeur, déjà, pour ne pas se laisser non plus quand même tromper par des choses très extravagantes qui existent aussi sur Internet. Bien sûr. Après, le danger aussi de ces médias, comme le vôtre, danger pour eux, je veux dire, c'est qu'on reste dépendant quand même des grosses structures comme YouTube, comme toutes les grandes plateformes qui peuvent un jour ou l'autre couper le courant si justement ça prend trop d'importance ou ça devient trop gênant pour certains intérêts. On voit qu'il arrive la même chose sur les médias mainstream, entre guillemets, puisque Canal+ vit ça avec l'Arcom, a priori. Oui, personne n'est à l'abri. Alors eux, ils ont réussi à riposter, entre guillemets, en annonçant qu'ils allaient retirer un certain nombre de chaînes, 4 chaînes payantes de la TNT, ce qui est une catastrophe économique aussi pour la TNT. Donc on voit que ça peut arriver à tout ce genre de danger, mais c'est vrai que c'est un danger et qu'en plus, YouTube a ses propres algorithmes qui, a priori, pour le moment, ne sont pas tout à fait dans la direction de certains médias alternatifs, dont le nôtre. Mais c'est vrai que c'est un danger, c'est pour ça qu'il faut multiplier, comme on multiplie les arrivées financières, en tout cas nous c'est notre stratégie, pour ne pas dépendre d'un oligarque, il faut aussi multiplier les plateformes pour ne pas dépendre d'une plateforme. Seule, bien sûr, tout à fait. Mais c'est vrai que chaque modèle a ses fragilités. Mais est-ce que pour vous, c'est l'avenir? Est-ce que vous voyez, à travers ce qui s'est passé dans les élections américaines, par exemple, et les autres élections que j'ai citées, donc que ce soit roumaine au premier tour et encore Argentine avec Javier Milei, est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe dans cette... C'est très clair, puisqu'on voit que depuis plusieurs années, il y a une défiance de plus en plus grande des populations vis-à-vis des médias dominants. Tous les sondages le montrent, toutes les études le montrent, les gens ne croient plus le journal de 20 heures, on y croit de moins en moins, donc se tournent de plus en plus vers de l'information alternative. Et donc, évidemment, là, il y a une formidable base d'audience et d'influence, et de possible influence, et notamment d'influence politique. En effet, vous avez cité le cas des élections américaines. Récemment, dans un numéro de la revue Éléments, on avait fait un portrait de Tucker Carlson, qui est un ancien de Fox News, mais qui a créé son propre média juste sur son nom, et qui fait des chiffres d'audience totalement délirants, totalement oui, son interview de Vladimir Poutine avait battu tous les records cumulés de... Et plus récemment, il a fait une entrevue avec Sergei Lavrov, qui a atteint les 5 millions de vues. Pour un journaliste indépendant, c'est énorme. Aujourd'hui, Tucker Carlson est un incontournable influenceur. Oui. Donc évidemment... Et d'une information justement qu'on n'a pas ailleurs. En plus, il fait des interviews très longues. Oui, en plus, il laisse le temps de... Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord sur sa ligne idéologique, mais on ne peut pas lui dénier d'être un journaliste sérieux dans le sens où il laisse parler ses interlocuteurs. Il ne se présente pas, comme c'est souvent le cas, comme un inquisiteur ou un petit juge face à quelqu'un, même s'il n'est pas en accord
avec lui, et ça donne des choses qui intéressent les gens, et ce qui montre que même si on fait les choses de qualité, les gens sont au rendez-vous. On n'est pas obligé de faire du nivellement par le bas. On peut faire des entrevues de 2 heures sur la politique internationale et faire des grosses audiences. Donc, le côté on est obligé de faire du bas de gamme pour que les gens suivent, ça démontre que c'est faux. Mais tout à fait, et ça c'est pareil, c'est marrant parce que la télé finalement s'est nivelée vers le bas progressivement, et d'ailleurs même dans les débats de politique et tout, elle s'est un peu anounanisée, elle s'est un peu, j'ai oublié le terme, il y a un terme pour dire on fait de l'entertainment, voilà, maintenant c'est devenu de l'infotainment. Et finalement, là, on a un retour avec ces podcasts. Et justement, on disait tout à l'heure, attention à ne pas tomber vers un nivellement vers le bas qu'on retrouve dans ces médias alternatifs. Et on a un retour au temps long. Les interviews de Tucker Carlson comme de Joe Rogan aux États-Unis, qui sont peut-être les 2 plus connus dans les alternatifs, sont en général durent de 2 à 3 heures par interview, par personne. Ah oui, donc oui, c'est énorme, et c'est vrai que là on n'est pas du tout dans le schéma de pensée des flashs d'informations. Oui, le zapping. Moi je me souviens que c'est ce qu'on nous disait quand on essayait de faire des premiers médias sur Internet, surtout des toutes petites séquences, au-delà de 2 minutes, les gens ils perdent le fil, etc. Ne lisent que le titre. On voit là que c'est clairement, en tout cas en grande partie faux. Ouais, et les écoles de journalisme ont peut-être prêché contre elles-mêmes, en fait, tout comme d'ailleurs la presse, qui s'est dit il faut être de plus en plus court, de plus en plus accrocheur, certes. On dépêche l'AFP, tout le monde devait avoir sa dépêche AFP retouchée. Bon, et en fait, on voit aujourd'hui un renversement aussi de cette table-là, et un retour au temps long, peut-être une volonté de compréhension d'un monde qui est aussi de plus en plus complexe, et que l'Occident n'a pas su comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une richesse, une nouvelle richesse, on va dire, de ces entretiens, de ces podcasts. D'ailleurs, une grande montée de la plateforme podcast aussi. Donc vraiment beaucoup d'éléments de changement et un souffle nouveau. Est-ce que pour vous, finalement, vous êtes plutôt optimiste pour la presse ? La presse au sens large dans ce cas-là. Je suis assez optimiste, enfin je suis plus optimiste qu'il y a quelques années en tout cas, certainement, justement du fait de ce dont on a parlé, de cette multiplication des médias indépendants qui sont viables, qui s'installent dans la durée, qui sont sérieux, qui font du vrai travail journalistique. Je suis plus inquiet pour la presse papier, à laquelle je suis toujours attaché. À Éléments, mais je crois aussi que justement des formats comme Éléments ont plus d'avenir que la presse quotidienne, etc. Justement parce que aussi ce sont des médias qui s'inscrivent dans la réflexion, dans le temps long. On fait pas vraiment du commentaire d'actualité brut. C'est un peu comme le Monde diplomatique, si vous voulez. Le Monde diplomatique, un des rares journaux qui fonctionne encore bien aujourd'hui. Ce sont des articles de fond assez touffus. D'ailleurs, on y trouve des informations beaucoup plus diversifiées que dans le Monde tout court. C'est incomparable. C'est incomparable. Et donc, je pense que peut-être il y a encore une fenêtre de tir pour cette presse écrite-là, une presse de réflexion. Pour la presse quotidienne, je crains que maintenant, ce soit un peu le chant du cygne. Je vais pas pleurer parce qu'ils se sont quand même enterrés sous les mensonges, sous les manipulations, sous la lâcheté. Donc bon, à un moment, on tire la chasse, si je puis dire, pardon, un peu vulgairement. Ça me fera pas pleurer, et je pense que ça peut être avantageusement remplacé en effet par ces nouveaux médias. Écoutez, à suivre en tout cas, et lisez Éléments, je le rappelle. Et je rappelle également que vous êtes rédacteur en chef adjoint de cette revue Éléments et auteur de ce livre Formatage continu. C'est le tour de France des 14 principales écoles de journalisme, et c'est aux éditions La Nouvelle Librairie. Et vous comprendrez qu'il y a du souffle et du renouveau aussi de ce côté-là.